Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Comme toujours, vous le savez, comme toujours, c'est une émission qui est consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons faire dans la culture. On va aller dans la campagne, dans les champs, ou les champs de son. On va tracer notre sillon. Vous me suivez? Pas trop? Eh bien, alors suivez notre invitée sur le chemin de sa passion. Elle fabrique des disques vinyles dans son entreprise Beside Factory, une usine de pressage de vinyle sur mesure du côté de Montaigu. Michel Ferrand est notre invité. C'est parti, ça tourne. Même sur votre tabouret. Musique de Sébastien Bertrand, on en parlera dans un petit instant. Élevé au gramophone, Michel Ferrand croule sous les bonnes notes de musique. Perfusé à la musique par voix chorale dès son union avec un ingé son, sa vie est reggae comme du papier à musique. Tous les jours, elle carbure à l'instinct et au coup de cœur. Elle se nourrit de bols de rythme, sniffe de la blanche, travaille à la noire, gobe de la ronde. Bref, tout ce qui passe à sa portée. C'est bien simple, elle attrape toutes les mélodies qui passent. Mélodies honteuses, bénignes, incurables, graves, aiguës. Elle se branche sur tout, rap ou rhapsodie. Elle respire musique. Les notes coulent dans ses veines musicales. Le cœur qui bat la mesure, son pouls qui suit les pulsations. À l'image de la paysanne, le jour, elle prend la clé des champs et la nuit, la clé des songes ou des songs. Et elle trace son sillon, ou plutôt le sillon des autres. Elle fait dans la culture du disque, les disques vinyles, des centaines fabriqués, pressés chaque jour. On va le voir dans son entreprise. Alors, comment est venue l'idée de se lancer dans l'aventure du vinyle? Quelles sont les étapes de fabrication? Quel est le coût? Combien de vinyles produits depuis la création? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Michel Ferrand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous. Eh ben, nous aussi. C'est un univers passionnant. Ah bon, on va pouvoir le partager ensemble. On va aller dans les coulisses, en fait. Oui, dans l'usine directement. Ouais. On va parler effectivement de pressage, d'artistes, de manière, comment est-ce qu'on fait du disque, et puis comment j'y suis arrivée, parce que c'est vrai que c'est une aventure. Et aujourd'hui, ça devient un peu une passion. Et un petit peu, on fait pas mal de choses, de belles choses. Donc je suis ravie de pouvoir les partager avec vous. Eh ben on va en parler tout de suite. Mais avant peut-être de se lancer dans cette discussion, mais vous avez vu, on a plein de questions à vous poser. Permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs. Qu'est-ce que je pourrais dire de ces chroniqueurs? Ils ont plus de 33 tours dans leur sac à malice. Et je crois même que parmi nous, il y a un collectionneur. Combien vous avez de vinyles chez vous? Vous m'avez invité. C'est hallucinant. C'est un peu plus de 16 000. Ça fait partie des grands collectionneurs? Ça fait partie des grands collectionneurs, oui. Et que de musique dite du monde. Ah oui? Oui. Donc, partout, dès qu'il y a une brocante, dès qu'il y a un voyage, vous revenez avec... Beaucoup de voyages, oui. Ouais, beaucoup de voyages, puis de rencontres. Oui. Puis les réseaux. Et votre plus vieux disque? Ah ben justement, je l'ai emmené. Je le présenterai tout à l'heure. D'accord. Ah bah super. J'ai anticipé sur votre chronique peut-être. Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, Jean-Pierre Pouvreau, vous êtes aussi un amateur de disques vinyles? Alors j'avais toute une collection qui a brûlé quand le bouton a brûlé. Ah oui, c'est vrai que vous avez eu ces ça a disparu et que j'ai pas reconstitué. Voilà. Maintenant j'ai du laser, mais c'est moins bon que le vinyle à l'écoute. C'est autre chose. Il y a moins de chaleur. C'est différent, effectivement. Le métallique. Et rien vaut le vinyle, là. Rien vaut le vinyle. Et alors, quelle est votre recette? Alors donc, il y a un lien de cause à effet direct avec... J'attends bien votre transition. Il y a un lien direct. Comment faire du vinaigre de framboise de cassis? On ne peut pas faire mieux. Le lien, il est évident. À part le vinyle, vinaigre, non? Vinyle, vinaigre. C'est ça. Ouais. Voilà. Bon, c'est un peu moyen. On ne peut pas toujours être bon. Vous ferez vachement meux la prochaine fois. On fera meux. Et donc, Jean-Pierre Bertrand, vous nous avez un peu dévoilé alors, un avant-goût de votre chronique avec votre plus vieil album 33 tours. Disons qu'on va avoir deux choses. La chose la plus ancienne qu'on trouve en Vendée à propos des vinyles, c'est même pas vinyle, c'est des lacs à l'époque. Et puis, des choses d'actualité dont je révélerai le pourquoi tout à l'heure. D'accord, mais il me semble qu'on en a entendu quelques notes. C'est possible. Vous avez gagné. Michel,
comment vous vous êtes dit, un jour, je vais fabriquer des vinyles? C'est quoi l'histoire pour en arriver là, aujourd'hui? L'histoire, en fait, c'est que j'ai épousé un ingé son, qui avait un studio à Boufféry. Donc le studio a été monté en 2009. Et ce studio a fait de l'enregistrement, du mix, du mastering. Et moi, j'ai rejoint mon époux dans sa structure en 2020-2021 pour vendre la prestation de pressage CD, pressage vinyle. Et très vite, je me suis dit, mais finalement, j'ai quitté un travail où je dépendais de beaucoup de monde pour me retrouver dans un travail où je vais à nouveau dépendre d'usines, de gens, etc. Et il y avait une très forte demande de vinyle à cette époque, 2021. Les artistes indépendants attendaient très longtemps pour avoir leur vinyle, quelquefois 6 mois, 1 an. Par rapport à un projet, c'est vrai. Par rapport à un projet. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, mais si on ouvrait notre propre usine, est-ce que c'est compliqué de presser du vinyle? Donc moi, naïvement, je dis, bon, il doit y avoir des presses, voilà. Et puis de là est partie l'aventure. Donc on a trouvé un endroit à proximité du studio pour pouvoir faire les allers-retours. Parce que du coup, le studio est aussi dans l'aventure pour vérifier tous les fichiers sons que nous recevons. Et puis voilà, on a trouvé un local tout neuf et on a pu installer notre usine à l'intérieur. Donc naïvement, c'est vrai que j'ai cru que on installait juste des presses, ça branchait et on pressait, mais pas du tout. C'est pas ça. Pas du tout. Il y a eu au moins 2 mois d'installation de tuyauterie, chaudière, groupe froid, groupe hydraulique. Ah oui, c'est... Voilà, il y a tout un système de froid, aérocondenseur pour justement alimenter les presses. Et les presses arrivent dans un second temps. Donc on a attendu à peu près 1 an, un peu moins d'1 an pour avoir notre matériel. Et il a fallu installer en amont toute la tuyauterie, etc. Donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir un beau site de production. Et voilà comment a démarré l'aventure en fait dans le vinyle. Et des sites de production, il y en a beaucoup en France? Alors, on n'est pas très nombreux en France. On est moins d'une dizaine. Ah ouais. Et on est tous équipés un peu différemment. Nous, on est sur de la presse semi-automatique parce qu'on voulait garder ce côté artisanal, justement, pour pouvoir répondre à la demande des artistes indépendants et des labels indépendants. Et on a des confrères qui, eux, vont être installés en presse automatique. D'accord. Donc là, en fait, il n'y a pas besoin d'intervention humaine sur chaque vinyle. Nous, on fait les vinyles un par un. Et donc, on a un opérateur, Manu, qui nous a rejoints dans l'équipe et qui est un grand collectionneur de vinyles aussi. Il fait un travail formidable tous les jours. Et donc, voilà, nous, on est équipés de cette manière-là parce qu'on voulait garder ce côté artisanal. Mais comme je dis, on est moins d'une dizaine en France. D'accord. Et équipés un peu tous différemment. Et de s'installer à Montaigu, parce que le pari est audacieux, on n'est pas très loin de Nantes, on est sur une... Alors, est-ce que... On a reçu sur ce plateau souvent des acteurs de Montaigu autour de la scène. Je pense aux Inor, au Moulin Créatif. On a eu Damien Forget avec la ressourcerie culturelle il n'y a pas très longtemps. C'était la saison dernière. Est-ce que ça a participé aussi au fait de s'installer sur Montaigu? Parce que se dire... on est à côté de Nantes, mais c'est pas Paris, c'est pas... Non, c'est vrai, c'est un pari audacieux, c'est clair. Maintenant, moi, je suis vendéenne d'origine. Je tenais à rester sur mon territoire. Montaigu, j'y habite depuis maintenant pratiquement 30 ans. C'est un territoire que j'affectionne tout particulièrement. Je savais qu'il y avait une puissance de feu en fait au niveau de l'entrepreneuriat en Vendée. On est sur un territoire Nord-Vendée qui est quand même assez fort et qui est dynamique, qui est vraiment à l'écoute des entrepreneurs. Et puis on avait le studio qui était aussi à Boufféry, donc on ne voulait pas aller à 1 heure de trajet. Et on s'est dit, banco, la Vendée... Voilà, c'est vraiment un terrain. Je ne me voyais pas aller installer l'usine ailleurs. Et puis, on est effectivement en Vendée, mais aujourd'hui, on rayonne partout. On livre des vinyles en Grèce, en Pologne, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Italie. Donc, le fait qu'on soit basé à 20 minutes de Nantes ou pas à Paris n'est pas un problème. C'est pas impactant. Non, du tout. Du tout. Ça veut dire qu'on constitue petit à petit son réseau pour dire on travaille aussi pour l'étranger. C'est un petit monde, c'est entre artistes. C'est quoi le relais en termes de communication? Fait, l'avantage, c'est qu'on avait le studio de mastering, donc c'est vrai que déjà identifié. On proposait le service pressage de vinyle aux artistes. Donc déjà, on a eu certains artistes qui nous ont fait confiance pour leur pressage quand on faisait cette prestation en tant qu'intermédiaire. Et quand ils ont su qu'on ouvrait notre usine, ils ont dit de toute façon, nous, on ne sait pas combien de temps on va attendre pour avoir une vinyle, mais on vous fait confiance. Donc quand on a démarré l'usine, on avait déjà pratiquement 3 mois de commandes.
Alors c'était une pression parce qu'on s'est dit on n'a pas fait de vinyle de notre vie et on démarre déjà avec 3 mois de commande. Ouais. Mais bon, les artistes étaient contents du résultat, nous ont accompagnés aussi. Et puis après, c'est le réseau, c'est le bouche à oreille, la renommée. Le fait qu'on ait le studio de mastering qui soit accroché à l'usine est vraiment un plus parce que c'est un contrôle qualité de tous les fichiers audio que nous recevons. Donc c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne. On a fait une sélection aussi au niveau de nos imprimeurs de pochettes pour avoir une belle pochette. Voilà, on ne s'est dit c'est pas parce qu'on va faire des petites séries à partir de 100 exemplaires qu'on va proposer un beau produit. Donc il y a eu ça. Donc le bouche à oreille a fonctionné. Et puis dans cette usine, moi j'ai voulu remettre de l'humain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une demande, eh bien on appelle. On appelle l'artiste en voulant, on s'intéresse à son projet. Voilà, pour vraiment identifier ses besoins, vraiment lui faire une proposition qui est adaptée à sa demande. Le plus fidèle de son univers, voilà, et non pas lui proposer des quantités astronomiques. Si c'est un artiste qui a besoin de 100 vinyles, on ne va pas lui en proposer 300. On va vraiment essayer de travailler avec lui et sur son offre et sur son budget, lui proposer des produits qui peuvent lui correspondre. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ce relationnel qu'on a mis en place, beaucoup d'artistes en fait s'y retrouvent. Et on accueille les artistes dans notre usine quand ils viennent chercher leur production. Donc ça aussi, on a un petit peu ouvert les portes de l'entreprise et de l'usine qui était un petit peu fermée à ces artistes-là. Et du coup, il y a un lien de confiance qui s'est créé. Et puis voilà, après la bouche à oreille, la renommée. Puis c'est vrai que de l'accompagner jusqu'au bout, d'être en circuit finalement assez court entre le studio. On sait que l'album, c'est souvent l'artiste, il s'est déshabillé, il a tout mis, c'est son bébé, c'est une grossesse. Donc le fait de pouvoir être accompagné et d'arriver, de venir sur place, j'imagine que c'est des moments émotionnellement mais on vit très des moments, forts. Ça doit être des belles histoires qui se racontent. On vit vraiment des moments extraordinaires à chaque fois que les artistes viennent, parce qu'on les a de toute façon au moins une fois, si ce n'est pas plus, on les a beaucoup plus au téléphone. Donc on les connaît de voix, on connaît leurs projets, mais de les voir en chair et en os et leur remettre leur vinyle, mais des fois, ça nous fait des émotions. Et puis il y a des histoires derrière les projets. Il y a des histoires. Là, on a remis un vinyle, le groupe a mis 10 ans pour pouvoir faire son projet. C'était leur premier vinyle. Ils avaient plein de questions, ils ont besoin d'être accompagnés. Et nous, à chaque fois, on est là, on est disponible, on leur explique comment ça se passe. Et rien que cet accompagnement, pour eux, est hyper précieux, en fait. Donc, on s'inscrit vraiment dans le projet. Et puis, quand on remet le vinyle à l'artiste, la boucle est bouclée. On a fait vraiment notre travail jusqu'au bout. Et ils ont pu voir l'équipe qui a fabriqué leur bébé. C'est quelquefois, voilà, on met 8 semaines pour faire un vinyle. Donc, ce n'est pas 8 mois ou 9 mois. Mais quelquefois, avec le travail qui est fait en amont, entre l'enregistrement, les mix, le mastering, des fois, on est bien à 9 mois de réalisation quand on démarre. Donc, c'est vrai qu'on leur remet vraiment et ils sont là. Certains versent leurs larmes. Même nous, on est hyper émus à chaque fois. J'imagine que c'est communicatif. Et il n'y a pas de hiérarchie, se dire... il y a des petits artistes, d'autres qui sont plus importants. Non. Et vous couvrez toutes les disciplines, enfin pas forcément toutes sans être exhaustif, mais il n'y a pas de choix d'univers musicaux ? Non, on presse tout style de musique. Tous les artistes sont les bienvenus chez nous, au contraire. Chouette. Et c'est cette diversité qui fait que c'est hyper riche, parce qu'on fait du vinyle tous les jours. Quand on presse tout le temps le même geste. Mais c'est jamais le même projet. L'assemblage, quand on fait l'assemblage, c'est jamais la même pochette, c'est jamais le même artiste. Donc non, on fait vraiment... Tout style musical. Après, c'est sur la quantité, où là, nous, on ne peut pas répondre à toutes les grosses quantités. Nous, on commence à 100, on va aller jusqu'à 3000 à peu près. Au-delà, pour nous, en fait, c'est plus de l'automatisme. Et là, du coup, ça va plus être... on va plutôt diriger les artistes vers des confrères qui sont équipés en machines automatiques pour pouvoir faire ce qu'on appelle les grosses séries. Mais nous, on a vraiment voulu cette usine, justement, pour que l'artiste, même s'il se produit lui-même avec ses petits sous, il ait un endroit. Et puis, il n'y a pas de gros petits artistes. Voilà. Ils sont tous hyper inspirants et très intéressants dans leur domaine et dans leur musique. C'est vraiment... je pourrais en parler pendant des heures. C'est passionnant et communicatif. On va marquer une petite pause, on va passer à table. On va aller du côté de la cuisine de Jean-Pierre Pouvreau. Je pensais qu'il nous aurait fait des galettes, vu la thématique, mais non, même pas. J'aurais pu. Vous auriez pu. J'aurais pu faire de la galette, mais non.
Vous auriez pu être un artiste, enfin vous l'êtes. Allez, c'est parti, vous l'êtes artiste. Mon patron d'apprentissage qui s'appelait Jean-Claude Gallet, restaurant de la gare à La Roche-sur-Yon, qui a disparu depuis, pas Jean-Claude, disait, les clients étaient pressés à l'époque. Il disait, moi, mon futur restaurant, je vais l'appeler Au citron pressé. Mais pas pressé comme les vinyles. Évidemment, c'était pas la même représentation. Alors bon, voilà, c'est des recettes de base, oui. Enfin celle-ci en particulier. Comment faire du vinaigre de framboise ou de cassis, voilà, ou de mûre. On peut faire du vinaigre mûre, cassis, framboise. Là, c'est la recette à Marguerite, qui était la camarade de communion de ma mère, qui travaillait chez un ancien... comment dirais-je ? Châtelain, voilà, un ancien Châtelain. Faut dire les mots. Voilà, et donc il ramenait des recettes à ma mère, et j'en ai profité. Alors donc pour faire un vinaigre par exemple un vinaigre de vin, un vinaigre de framboise, à savoir on fait framboise, cassis ou mûre. La méthode est la même. On prend 1 litre de vinaigre de vin. Prenez du basique. C'est pas peine de faire son vinaigre. C'est assez compliqué à réussir le vinaigre. On prend du vinaigre qui est déjà fait. Et après, dedans, pour 1 litre de vinaigre de vin, on met 600 grammes de fruits et 60 grammes de sucre. On le met dans une casserole, on le monte à ébullition, on le fait chauffer sans ébullition, et après on le fouette pour briser un petit peu les molécules de framboise. On laisse ça à mariner pendant 1 nuit. Le lendemain matin, on presse ça avec un petit presse-purée. Un presse-purée manuel pour garder les... On voit que c'est un homme de théâtre. Et alors ensuite, une fois qu'on a récolté cet exudat, ce sucre, on le pèse avec une balance traditionnelle et on met l'équivalent de son poids en sucre. On monte le tout à ébullition, on met en bouteille et puis on a de vinaigre. Alors le sucre, l'équivalent de sucre, on peut mettre du sucre classique ou du sucre roux, ça parfume le vinaigre différemment. Et vous aurez 3 vinaigres différents, cassis, mûre ou framboise, avec une méthode basique que vous pouvez conserver 6 mois. Bon, sans problème. Le vinaigre, c'est un conservateur déjà en lui-même. Et après, vous pouvez vous en servir pour faire mariner, par exemple, du poisson. Un petit peu de vinaigre, du sucre, du sel, un peu de citron. Voilà, vous avez un poisson mariné avec de l'huile d'olive, bien sûr, dessus. Une viande aussi, c'est possible. Une viande, exactement pareil, avant de la faire griller. Voilà, c'est des vinaigres parfumés, qui sont faciles à faire. Très bien. Eh bien, merci Jean-Pierre. Du vinaigre, on repasse au vinyle. Mais voilà, mais qu'est-ce que vous travaillez vos sujets, mais franchement. Ah, mais je suis à fond. Ah, ben à fond. Ça se sent. Je suis à fond. Merci Jean-Pierre. Les étapes de fabrication d'un vinyle. Alors, pour faire un vinyle, en fait, il y a 3 étapes. La première étape, en fait, nous, on va recevoir des fichiers numériques, des fichiers audio. On les reçoit informatiquement, donc dématérialisés. Ils sont confiés donc au studio pour vérification, parce qu'il faut un mastering pour pouvoir faire un mastering adapté de la musique pour pouvoir faire le vinyle. Chaque support a son mastering. Si vous avez un CD, ce sera un mastering CD, streaming sera... Voilà. Et pour le vinyle, c'est un mastering vinyle. Ensuite, on va faire la LAC. Donc la LAC, c'est la première étape. Donc ce fichier audio est transmis à notre graveur qui se trouve en région parisienne, qui lui en fait a une grosse machine qu'on appelle une graveuse et qui va transmettre le son en fait en sillon. Donc ça c'est une plaque de métal avec un vernis comme un vernis à ongles en fait. Donc ça c'est vraiment la première étape, ce qu'on appelle la gravure ou le cutting. C'est une étape délicate ? Oui. Là, Oui, parce qu'en fait, alors déjà au niveau du fichier audio, bien le vérifier, et après au niveau de la gravure, s'il y a un décalage au niveau de la gravure, forcément après il y aura, ça se répercutera sur l'ensemble des étapes en fait. Donc vraiment la laque est importante. C'est une laque qui se conserve au froid, donc très fragile en transport. Donc ensuite, cette laque, elle va voyager vers notre usine de sous-traitance qui va faire la matrice
ou le stamper. Donc c'est ce qu'on voit. Voilà, c'est le moule ou le moule métallique en fait. Et là, on va avoir en fait l'effet miroir des sillons. C'est-à-dire au lieu que les sillons soient creusés, eh bien on va les avoir en bosse. Comme je prends souvent l'exemple, on va rejoindre la cuisine, mais je prends souvent l'exemple du gaufrier. Ah oui. Voilà, avec les plaques en fait du gaufrier. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Et donc la matrice, donc là aussi très fragile. Nous, quand on la reçoit, en fait, elle est recouverte d'un petit film bleu, une protection bleue, que l'on enlève, et on a une matrice par face. Donc si vous avez un double vinyle, vous allez avoir 4 matrices. Voilà. Et donc ces matrices-là, nous, on va les insérer dans nos presses, et c'est à partir de ce moment-là où nous, on fait le pressage. D'accord. Donc le pressage, en fait, c'est de la matière PVC que l'on va chauffer, qui va nous donner ce qu'on appelle un donut. Là aussi, on retrouve un petit peu les termes de cuisine. De cuisine, finalement, vous cuisinez. Les galettes, quoi. Voilà, la galette, on appelle ça le cake ou les donuts. C'est ça, mais il faut travailler tout ça. Et donc, ce donut va être mis au centre de la presse. Donc, la presse, on reprend l'image du gaufrier, ce sont 2 grandes mâchoires. Ouais. On va mettre le donut au centre. Et donc, l'empreinte va s'imprégner dans chaque vinyle. Donc, le vinyle arrive, forcément, il a un contour que l'on enlève. Donc, on enlève les bardages. Et après, on va poser chaque vinyle, un par un, sur une broche, ce qu'on appelle des spindles. Et on va faire des lots de 100 vinyles à peu près, séparer tous les 10 vinyles par une plaque de métal, et on va les laisser reposer pendant 2 jours, pour que le vinyle reste bien plat. Et après, on passe à l'assemblage. Donc l'assemblage, parallèlement au fait d'avoir envoyé cette étape-là, nous, on va travailler aussi avec des imprimeurs. On va leur commander les pochettes, on va commander les sous-pochettes. Et quand le vinyle est prêt, 2 jours après, on fait l'assemblage. Donc, on va prendre chaque vinyle un par un. Toutes les étapes se font manuellement. On va les mettre dans la sous-pochette, dans leur pochette, et après, on va les passer sous film pour pouvoir être livré à l'artiste ou envoyé sur le site de distribution si le vinyle est distribué en magasin, par exemple. Ça fait un coût de fabrication qui est différent selon la quantité. Parce que les frais de matrice sont les mêmes, que vous en fassiez 100, 200, 300 ou 500, c'est le même prix. Donc on va varier entre, on va dire, une dizaine, 11 euros en prix de revient à l'achat pour 100 vinyles. Et après, on va baisser à 7, 8 euros, enfin 7, 6, 5 euros en fonction de la quantité en fait. Depuis la création, c'est combien de vinyles qui sont sortis? On me pose souvent cette question, j'avoue que j'ai du mal à répondre parce qu'on a des projets, en fait, on a tellement de projets différents. Est-ce qu'on en a fait 100 000, 150 000? Je ne peux pas vraiment dire. Ouais. On fait à peu près 600 vinyles par jour, donc c'est peu et pas beaucoup en même temps. Enfin, c'est peu et beaucoup en même temps. Donc 600 vinyles par jour en fonction des quantités. Et une production commencée, une production terminée. Donc quand on a mis les matrices dans la presse, quand on la démarre le matin, elle doit être finie le soir. Donc, s'il y a 2 projets ensemble, on va faire plusieurs projets dans la même journée. Et puis, à la fin de la journée, quand Manu a terminé sa journée, s'il y a encore des choses à faire, du coup, je me mets derrière les presses. Et puis, je termine la série. On ne compte pas ses heures. Non. Mais en même temps, c'est un bonheur. Donc, alors après, il y a de la fatigue. La façon dont vous en parlez... Mais en fait, oui, c'est vrai que puis de retrouver en fait cette façon de faire manuelle, enfin, je trouve ça tellement formidable. Et de pouvoir mettre notre usine au service des artistes. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de lien de parenté entre la matrice et Patrice. Pas de lien. Non. Un Patrice, une matrice. Vous intervenez quand vous voulez. Non, c'était juste une aparté. Je vous taquine. On va passer à Jean-Pierre Bertrand avec De bouche à oreille. Oui, alors c'est un domaine que je connais. Déjà pour avoir été producteur, mon premier disque que j'ai vraiment produit, ça remonte à 87. C'était une série de 4 albums, 33 tours, sur les champs maritimes en Vendée. D'accord. Voilà, ça avait été pressé par Esséna. Ok, voilà. Ça existe toujours. Et puis, voilà. De fil en aiguille, parce qu'en fait, le fait de faire des disques aux autres, on s'intéresse à ceux des autres. Et j'ai commencé à récupérer des disques. Et comme bien avant 72, le Tap Dupaï faisait son premier disque, celui qui a été l'éditeur vient vous appâter en vous disant « Regardez ce que j'ai déjà produit » et donc vous donne une série. Donc voilà, c'est le début. Par contre, aujourd'hui, j'ai ramené 2 choses très rares. Voilà un premier disque qui s'appelle un Piral.
c'est donc des gravures uniques qui se faisaient en 1 ou 2 exemplaires. D'accord. Lorsque les enquêteurs, celui-ci vient du musée de la Parole, à Paris, en 1947, viennent enregistrer les gens sur le terrain. Et donc ça, c'est un Piral qui a été fait en 1947 à Boîte-Sonnet. Et qui pèse un peu? Ouais. Oh, ça va. Par rapport à un disque. Ouais. Il y a une arme en métal, là. D'accord. Hein. Okay. C'est une laque. Et puis, j'ai ramené un autre élément qui est tout aussi rare. C'est ce qu'on appelle le BAT. Ah, le bon Quand un artiste devait écouter son disque, s'il était content, eh ben, on lui envoyait un BAT et il devait le signer. Et là, c'est le disque du Bouquet d'Ajon qui a été... Alors, la matrice est du 20 juillet 1952. Incroyable. Incroyable. Voilà. Ce qu'on va vous proposer, c'est de passer le son 2 directement. Alors, on va entendre justement un de ces disques et puis des productions de Vendée. On écoute. Peut-être qu'il nous faut préciser un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un disque fabriqué par vous. Oui. De Sébastien Bertrand. Tiens, on le connaît, Sébastien. Il était venu présenter l'album. Sébastien était venu le présenter. Alors, pourquoi l'occasion? C'est bien parce que tout simplement, un groupement de producteurs en Bretagne, tous les ans, organise un concours d'un produit qui s'appelle Produit en Bretagne. Et cette année, c'est Sébastien qui a été retenu en tant que prix musical. Donc ça vous revient aussi que ce disque tout le mérite lui revient, a été réussi. Voilà. C'est l'occasion de vous l'offrir, mon cher ami. Merci beaucoup. Et puis il porte très bien son nom, les gens d'ailleurs. Voilà, mon cher ami. Avec un maraîcher. Je ne vous l'offre pas, vous l'avez. Un maraîcher qui fait un tabac en Bretagne. C'est super. J'adore ce que fait Sébastien. Eh ben, merci beaucoup. On va se quitter alors sur cet album et puis on va vous souhaiter plein de beaux albums à venir, de belles aventures, parce que derrière les albums, c'est avant tout des aventures. Vous en parlez magnifiquement. Merci. Merci à vous. Bon vent. Merci beaucoup. Et puis on a l'habitude de se dire à Bétoute. Alors, écoutez, je vous dis également à Bétoute. À Bétoute.